Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que tu te sens bien aujourd'hui. Je suis pas suédoise. Non, je suis suédoise, mais je suis pas français. Et aujourd'hui, je vais lire Les Petits Princes pour toi. Et je vais continuer avec le chapitre 4. J'avais ainsi appris une seconde chose très importante. C'est que sa planète d'origine était un peu plus grande qu'une maison. Ça ne pouvait pas m'étonner beaucoup. Je savais bien qu'en dehors des grosses planètes, comme la Terre, Jupiter, Mars, Vénus, auxquelles on a donné des noms, il y a des centaines d'autres qui sont quelquefois si petits qu'on a beaucoup de mal à les apercevoir au télescope. Quand un astronome découvre l'une d'elles, il lui donne pour nom un numéro. Il l'appelle par exemple l'astéroïde 3251. J'ai de sérieuses raisons de croire que la planète d'où venait le Petit Prince est l'astéroïde B612. Cet astéroïde n'a été aperçu qu'une fois au télescope en 1909 par un astronome turc. Il avait fait alors une grande démonstration de sa découverte à un congrès international d'astronomie. Mais personne ne l'avait cru à cause de son costume. Les grands passants sont comme ça. Heureusement, pour la réputation de l'astéroïde B612, un dictateur turc imposa à son peuple, sous peine de mort, de s'habiller à l'européenne. L'astronome refit sa démonstration en 1920 dans son habit très élégant, et cette fois-ci tout le monde fut de son avis. Si je vous ai raconté ce détail sur l'astéroïde B612 et si je vous ai confié son numéro, c'est à cause des grandes personnes. Les grandes personnes aiment les chiffres. Quand vous leur parlez d'un nouvel ami, elles ne vous questionnent jamais sur l'essentiel. Elles ne vous disent jamais quel est le son de sa voix, quels sont les jeux qu'il préfère. Est-ce qu'il collectionne les papillons? Elle vous demande quel âge a-t-il? Combien a-t-il de frères? Combien pèse-t-il? Combien gagne son père? Alors seulement elle croit les connaître. Si vous dites aux grandes personnes, j'ai vu une belle maison en briques roses avec des géraniums aux fenêtres et des colombes sur les toits, elles ne parviennent pas à s'imaginer cette maison. Il faut leur dire, j'ai vu une maison de 100 000 francs. Alors elles s'écrient, comme c'est joli. Ainsi, si vous leur dites, la preuve que le Petit Prince a existé, c'est qu'il était ravissant, qu'il riait et qu'il voulait une moto. Quand on veut une moto, c'est la preuve qu'on existe. Elle a souvent les épaules et
traiteront d'enfantes. Mais si vous leur dites, la planète où ils venaient est l'astéroïde B612, alors elles seront convaincues et elles vous laisseront tranquille avec leurs questions. Elles sont comme ça. Il ne faut pas leur en vouloir. Les enfants devront être très indulgentes envers les grandes personnes. Mais bien sûr, nous qui comprenons la vie, nous nous moquons bien des numéros. J'aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. J'aurais aimé dire: il était une fois un petit prince qui habitait une planète à peine plus grande que lui et qui avait besoin d'un ami. Pour ceux qui comprennent la vie, ça aurait eu l'air beaucoup plus vrai. Car je n'aime pas qu'on lise mon livre à la légère. J'éprouve tant de chagrin à raconter ces souvenirs. Il y a 6 ans déjà que mon ami s'en est allé avec son mouton. Si j'essaie ici de le décrire, c'est afin de ne pas l'oublier. C'est triste d'oublier un ami. Tout le monde n'a pas eu une amie. Et je puis devenir comme les grandes personnes qui ne s'intéressent plus qu'aux chiffres. C'est donc pour ça encore que j'achète une boîte de couleurs et de crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois vert. C'est donc pour ça encore que j'achète une boîte de couleurs et de crayons. C'est dur de se remettre au dessin à mon âge, quand on n'a jamais fait d'autres tentatives que celle d'un bois fermé et celle d'un bois ouvert, à l'âge de 6 ans. J'essaierai bien sûr de faire des portraits les plus ressemblants possibles, mais je ne suis pas tout à fait certain de réussir. Un dessin va, l'autre ne ressemble plus. Je me trompe un peu aussi sur la taille. Ici, le petit prince est trop grand. Là, il est trop petit. J'hésite aussi sur la couleur de son costume. Alors, je tâtonnais comme ci et comme ça, tant bien que mal. Je me tromperai enfin sur certains détails plus importants. Mais ça, il faudra me le pardonner. Mon ami ne donnait jamais d'explication. Il me croyait peut-être semblable à lui. Mais moi, malheureusement, je ne sais pas voir les moutons à travers les caisses. Je suis peut-être un peu comme les grandes personnes. J'ai dû vieillir. Chapitre 5. Chaque jour, j'apprenais quelque chose sur la planète, sur le départ, sur le voyage. Ça venait tout doucement au hasard de réflexion. C'est ainsi que, le 3e jour, j'ai connu le drame de Baobab. Cette fois-ci, encore, ce fut grâce au mouton, car brusquement le petit prince m'interrogea, compris d'un doute grave. C'est bien vrai, n'est-ce pas, que les moutons mangent les arbustes? Oui, c'est vrai. Ah, je suis contente. Je ne compris pas pourquoi il est si important que les moutons mangent les arbustes. Mais le petit prince ajouta: par conséquent, il mangeait aussi les baobabs. Je fis remarquer au petit prince que les baobabs ne sont pas des arbustes, mais des arbres grands comme des églises, et que si même il emportait avec lui tout un troupeau d'éléphants, ce troupeau ne viendrait pas à bout d'un seul baobab.
L'idée du trompeau d'éléphant fit rire le petit prince. Il faudrait le mettre les uns sur les autres. Mais il remarqua avec sagesse. Les baobabs, avant de grandir, ça commence par être petit. C'est exact. Mais pourquoi veux-tu que tes moutons mangent les petits baobabs? Il me répondit. Ben, voyons. Comme s'il s'agissait là d'une évidence. Et il me fallut un grand effort d'intelligence pour comprendre à moi seul ces problèmes. Et en effet, sur la planète du Petit Prince, il y avait, comme sur toutes les planètes, de bonnes herbes et de mauvaises herbes. Par conséquent, de bonnes graines et de bonnes herbes, et de mauvaises graines et de mauvaises herbes. Mais les graines sont invisibles. Elles demandent dans le secret de la terre jusqu'à ce qu'ils prennent fantaisie à l'une d'elles de se réveiller. Alors, elles s'étirent et poussent d'abord timidement vers le soleil une ravissante petite brindille inoffensive. S'il s'agit d'une brindille de radis ou de rosière, on peut la laisser pousser comme elle veut. Mais s'il s'agit d'une mauvaise plante, il faut arracher la plante aussitôt, dès qu'on a su la reconnaître. Or, il y avait des graines terribles sur la planète du Petit Prince. C'est dans les graines de baobab. Le sol de la planète en était infesté. Or, une baobab si long, s'y prendre trop tard, on ne peut jamais plus s'en débarrasser. Il encombre toute la planète. Il a peur fort de ses racines. Et si la planète est trop petite, et si les baobabs sont trop nombreux, ils la font éclater. C'est une question de discipline, me disait plus tard le Petit Prince. Quand on a terminé sa toilette du matin, il faut faire soigneusement la toilette de la planète. Il faut s'astreindre régulièrement à arracher les baobabs dès qu'on les distingue avec les rosières auxquelles ils ressemblent beaucoup quand ils sont très jeunes. C'est un travail très ennuyeux, mais c'est très facile. Et un jour, il me conseilla de m'appliquer à réussir un beau dessin pour bien faire entrer ça dans la tête des enfants de chez moi. S'ils voient Jean un jour, me disait-il, ça pourra leur servir. Il est quelquefois sans inconvénient de me remettre à plus tard son travail. Mais s'il s'agit de baobab, c'est toujours une catastrophe. J'ai connu une planète habitée par un parasol. Il avait négligé 3 arbustes. Et sur les indications du Petit Prince, j'ai dessiné cette planète-là. Je n'aime guère prendre le ton d'un moraliste, mais le danger des baobabs est si peu connu et les risques courus par celui qui s'échapperait dans un astéroïde sont si considérables que pour une fois, je fais exception à ma réserve. J'ai dit, enfant, faites attention aux baobabs. C'est pour avertir mes amis d'un danger qu'ils frôlent depuis longtemps. Comme moi-même, sans les connaître, j'ai tant travaillé ce dessin-là. La leçon que je donnais en valait la peine. Vous vous demanderez peut-être pourquoi n'y a-t-il pas dans ce livre d'autres dessins aussi grandioses que les dessins de baobab. La réponse est bien simple. J'essayais mais je n'ai pas pu réussir. Quand je dessinais le baobab, j'ai été animé par le sentiment de l'urgence.
Chapitre 6. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu. Ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir une couchère de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. Tu as eu l'air très surprise d'abord, et puis tu as ri de toi-même, et tu m'as dit « Je me crois toujours chez moi. » En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, s'est couché sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France et 1 minute pour assister au coucher du soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelque pas. Et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, je vis le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour de 43 fois, tu étais donc tellement triste. Mais le petit prince ne répondit pas. Chapitre 7. Le 5e jour. Toujours grâce à Mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demandait avec brusquerie, sans préambule, comme les fruits d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange les arbustes, il mange aussi les fleurs. Un mouton mange tout ce qu'il rencontre, même les fleurs qui ont des épines. Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser une boulon trop serrée de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épulsait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçant jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulot et j'ai répondu n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien. C'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Mais, après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent. Elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ces boulons résistent encore, je les ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs? Mais non, non, je ne crois rien. Je répondis n'importe quoi. Je m'occupais, moi, des choses sérieuses. Il me regarda, stupéfait. Des choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main et les doigts noirs Cambo penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grands passants. Ça me fit un peu honte. Mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment
très irrité. Je connais une planète où il y a un monsieur Gramouissi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait qu'on fleur d'orgueil. Et ça le fait qu'on fleur d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Je connais une planète où il y a un monsieur Gramouissi. Il n'a jamais respiré une fleur. Il n'a jamais regardé une étoile. Il n'a jamais aimé personne. Il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée, il répète comme toi. Je suis un homme sérieux. Je suis un homme sérieux. Et ça le fait comme fleur d'orgueil. Mais c'est pas un homme, c'est un champignon. En quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien. Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs. Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge. Et si je connais, moi, une fleur unique au monde qui n'existe nulle part sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut en être d'une seule coupe comme ça, un matin sans se rendre compte de ce qu'il fait, ce n'est pas important ça. Il rougit, puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'un exemplaire dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour lui soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là quelque part, mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si, brusquement, toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça. Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement et sanglant. La nuit était tombée. J'avais lâché mes outils. Je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile une planète, la mienne, la terre, un petit prince à consoler. Je l'ai pris dans les bras, je l'ai bercé, je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux le pays des larmes.